On se retrouve dans ce premier numéro de Génération Média. Vous avez certainement connu Génération Justice que nous continuons aussi en parallèle. Et nous étions allés à la rencontre d'avocats que nous trouvions éthiques, qui est des avocats qui avaient changé les choses de par leur voix et leur prise de position. Aujourd'hui, c'est du côté des médias que nous avons voulu finalement cheminer pour rendre hommage à certains médias et certains journalistes qui se sont fait connaître déjà par leur éthique et par leur manière finalement de combattre certains maux de notre société. On retrouve aujourd'hui Mathieu Mollard, qui est rédacteur en chef de Street Press. Vous connaissez certainement Street Press pour certaines enquêtes qu'ils ont fait, notamment sur les violences policières et puis certains combats contre l'extrême droite. Et récemment encore, une longue enquête sur les RICS avec Adama Kamara, qui est aussi une figure militante de ce côté-là. Mathieu, on est très content de te recevoir parmi nous. Ben, merci de l'invitation. Et cette première question, qui est la question rituelle de nos entretiens, c'est finalement le métier de journaliste. Comment il t'est venu? Est-ce que c'est une vocation? Non, c'était pas une vocation. Alors, mes parents disaient que je voulais être journaliste quand j'étais enfant, mais j'en ai aucun souvenir. Ça m'est venu. J'avais déjà commencé des études, j'ai fait un peu de commerce, ça m'a pas plu. Je suis allé à la fac et je faisais de la radio associative, mais pas du journalisme radio. De la radio, je passais des disques, j'écoutais de la musique et voilà, et ça me plaisait. Et un jour, j'ai découvert qu'il existait une fac où il y avait des cours de radio, ce que je trouvais incroyable, qu'on puisse faire des études où on faisait de la radio. Pour moi, c'était un loisir, donc faire ça en cours, je trouvais ça fou. Et c'est dans le cadre de ces études-là que j'ai rencontré des gens qui voulaient être journalistes et je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, c'est pas une mauvaise idée, c'est intéressant ce truc. Et je me suis lancé et à partir du moment où j'ai découvert ce métier, là, ça m'a vraiment passionné. Mais on sent que toi, tu es dans des enquêtes toujours finalement qui ont un gros impact. C'est des enquêtes justement sur les violences policières, l'extrême droite. Enfin, on sent des idéaux dans ta manière de vivre le journalisme. Est-ce que ça te ressemble? Est-ce que c'est quelque chose finalement qui t'a toujours constitué? Bah, moi, je crois pas au journalisme neutre. Je crois pas les gens sont neutres. Les gens, ils ont un avis sur le monde. Tous les gens, quel que soit ce qu'ils font, ils ont un avis sur le monde, il y a des choses qu'on trouve bien, des choses qu'on trouve mal, des choses qu'on a envie de changer, des choses qui nous intéressent, qui nous touchent, qui font vibrer quelque chose chez nous. Et moi, l'une des raisons qui fait que je fais du journalisme, c'est parce que je veux faire bouger des choses. Et les sujets sur lesquels je travaille, sont des sujets pour lesquels j'ai une sensibilité particulière. C'est-à-dire que si pendant plusieurs années j'ai enquêté sur l'extrême droite, c'est parce que je pense que l'extrême droite est une saloperie. C'est pas j'ai un regard neutre sur l'extrême droite. Par contre, j'ai fait des enquêtes rigoureuses, documentées, avec des sources à l'extrême droite, avec des documents. C'est en ça que c'est un travail journalistique. Après, mon point de vue sur le sujet, c'est que je pense que documenter l'extrême droite, éclairer ce qui se passe à l'extrême droite, c'est une façon d'empêcher que son influence s'étende. Bon, on voit bien que mon travail n'a pas réussi à mettre fin à Marine Le Pen, mais l'intention, en tout cas, elle est de combattre l'extrême droite. Et aujourd'hui, quand je travaille sur le racisme dans la police ou les violences policières, c'est une façon de montrer que ça existe, une façon de montrer que c'est pas anecdotique, de le documenter pour qu'on ne puisse pas dire, comme on a encore des ministres qui disent c'est le Hmm. fait de quelques moutons noirs. Bah, quand on sort une enquête où on dit il y a un groupe Facebook sur lequel il y a des milliers de policiers qui échangent des messages racistes, c'est plus un mouton, c'est un troupeau. Quand on accumule les cas de violences policières, quand on a des policiers qui, de l'intérieur de l'institution, dénoncent, comme ça a été le cas quand on a enquêté sur le tribunal de grande instance et les maltraitances qu'il y avait là-bas, où c'est un policier qui nous a apporté son témoignage, qui a témoigné face caméra, qui nous a aidé à trouver des documents qui pouvaient étayer tout ce qu'il racontait. Euh, voilà, ça permet, on l'espère, de faire bouger un peu les lignes. Et c'est dans ce sens-là et c'est de cette manière qu'on envisage le journalisme à Street Press, pas que moi. Et quelle vision ça te donne du monde finalement, ce que tu découvres dans tes enquêtes? En, Paradoxalement, je suis quelqu'un d'extrêmement positif. Et en fait, si j'étais pas positif, si je croyais pas que le monde pouvait s'améliorer, je ferais pas tout ça. C'est-à-dire que si je dénonce ces dysfonctionnements, c'est parce que je crois qu'il est possible d'aller vers quelque chose qui va mieux, vers un monde meilleur, vers vers plus de solidarité.
si j'étais dégoûté de ce monde et totalement cynique, en fait, je me donnerais pas la peine de faire ce que je fais. Donc même si je raconte tout le temps des choses horribles, glauques, j'écris quasiment jamais des bonnes nouvelles, j'écris que des choses sinistres. Paradoxalement, c'est parce que je suis quelqu'un de très positif et qui croit qu'il est possible d'aller vers mieux que ça. Ouais, et notamment en impactant justement effectivement par des enquêtes ou par des voix qui se lèvent. Dans ton enquête sur l'extrême droite, est-ce que tu peux nous dire un peu plus comment tu l'as faite, ce que tu as découvert, ce que ça t'a apporté? Alors, moi, j'ai travaillé pendant plusieurs années hein, sur l'extrême droite, qui est ce qu'on appelle l'extrême droite radicale, même s'il n'y a pas vraiment d'extrême droite modérée, mais qui est vraiment celle qui est la plus à droite du Front National, pour montrer qu'il y avait des gens qui sont des gens extrêmement radicaux, qui sont ouvertement racistes, ouvertement antisémites, des néo-nazis pour certains, d'autres des identitaires, qui revendiquent leur haine des musulmans, des juifs, des étrangers. Et de montrer aussi comment cette extrême droite radicale, parfois violente, même souvent, et ouvertement haineuse, en fait, infuse le Front National et il n'y a pas de frontière distincte, contrairement à ce que veut dire Marine Le Pen, entre des patriotes, comme ils se présentent, et une extrême droite radicale qui n'aurait rien à voir. Il n'y a pas si longtemps, Génération Identitaire a été interdit, mais en fait, Génération Identitaire a été le mouvement de jeunesse du Front National pendant des années. Il y a énorme, on a des candidats, par exemple Philippe Vardon à Nice, qui viennent des mouvements identitaires. De la même façon, j'ai beaucoup travaillé sur Alain Soral. Alain Soral, c'est quelqu'un qui est ouvertement antisémite. Enfin, c'est difficile d'être plus antisémite qu'Alain Soral et qui est très raciste, très sexiste, même au sens large. Et Alain Soral, faut savoir qu'il a lancé son mouvement Égalité et Réconciliation alors qu'il était au Front National et qu'il a bénéficié du soutien même financier de certaines personnes qui sont aujourd'hui encore l'entourage et les très proches de Marine Le Pen. Nous, on avait diffusé une vidéo où on voyait Alain Soral qui chantait en karaoké avec Marine Le Pen. Euh, Mm. donc, ces gens qu'ils essaient de mettre à distance, quand on entend oui, mais Marine Le Pen, c'est pas son père, c'est pas pareil, elle est modérée, elle joue le jeu républicain. Oui, mais Marine Le Pen, elle est entourée de gens, des anciens du GUD, du groupe Union Défense, qui sont son entourage actuellement, qui sont des néo-nazis. Littéralement, le GUD, c'est des gens, Frédéric Chatillon, Philippe Péninck, Alex Slousteau, qui sont les gens qui font la communication de Marine Le Pen. Ils mettent pas leur nom parce qu'ils se cachent, mais qui sont son entourage le plus proche, sont des gens qui sont des néo-nazis, qui organisent de temps en temps des soirées pour fêter l'anniversaire d'Hitler. C'est même pas une blague, ils le font vraiment. Et c'est ce travail-là, cette documentation-là qu'on a essayé de faire. Alors, je suis pas le seul. Par exemple, l'histoire de l'anniversaire d'Hitler, c'est Marine Turki à Mediapart qui avait sorti raconter ça. Mais voilà, j'ai beaucoup travaillé sur Alain Soral, notamment. Sur les méthodes, c'est des méthodes classiques du journalisme, c'est-à-dire que le reportage, on va voir ce qui se passe. Je suis allé à des meetings d'Alain Soral, à des manifestations d'extrême droite, rencontrer les gens, parler avec eux. J'ai développé un carnet d'adresses, des contacts dans ces milieux-là, de gens qui savent très bien qui je suis. Je me suis jamais caché euh, de qui j'étais, mais parce que à ce moment-là, c'était leur intérêt de me parler. Ils acceptaient de me parler. Et puis après, c'est de trouver des sources. Donc parmi ces contacts-là, il y en a qui m'ont donné des documents, souvent des gens qui étaient à l'intérieur du mouvement. Des fois, on a aussi des militants qui sont antifascistes, qui se combattent, qui ont accès à des infos, qui nous les passent pour on les traite, on travaille dessus, etc. Et donc, on a pu se procurer des relevés de compte, des listings d'adhérents, des échanges de mails qui nous ont permis de raconter tout ça. Quand je dis que des gens qui sont encore aujourd'hui proches de Marine Le Pen, qui sont pour certains même élus sur des listes Rassemblement National, ont soutenu et financé Alain Soral, on peut le dire parce qu'on a eu accès à des documents qui le démontrent.
Et quand tu dis que tu les rencontrais, ces personnes-là, est-ce que c'était facile en fait finalement de les approcher ou en tant que journaliste, est-ce que finalement l'extrême droite radicale ou l'extrême droite se cache? Parce qu'on a parfois l'impression que dans notre société, les dialogues, le racisme est décomplexé. On a l'impression qu'il y a plein de personnes qui parlent à partir de ça. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que finalement l'extrême droite se cache ou est-ce qu'elle n'a pas besoin de se cacher? Est-ce que dans les institutions, il y a des personnes qui n'affichent pas leur appartenance et puis ils sont de l'extrême droite. Enfin, comment tu expliques ce qui se passe en ce moment dans notre société? Quel est ton regard à toi? Il y a un peu de tout. Il y a des gens qui s'assument, et c'est les plus faciles en fait. Il y a des gens qui assument d'être membres de tel ou tel groupuscule d'extrême droite, et quand on les appelle, ils répondent aux questions, même à des journalistes étiquetés plutôt de gauche. Ils s'en foutent parce qu'ils assument et ils estiment qu'ils n'ont rien à cacher. Donc ça, c'est les plus faciles. Et puis, au sein d'un courant politique, il y a toujours des gens qui s'aiment pas, hein. Donc on appelle l'un pour qu'il dise du mal sur son petit copain. C'est aussi comme ça que ça marche. Après, dans les institutions, il y a pas mal, enfin, les gens se cachent encore, mais Mm. les digues sont en train de rompre. C'est devenu de plus en plus acceptable d'être sympathisant de Marine Le Pen. Faut se rendre compte que dans un pays où Marine Le Pen fait 30% aux élections, alors bien sûr, il y a l'abstention, etc., mais dans un pays où elle fait 30%, ça veut dire qu'il y a des ouvriers qui votent Marine Le Pen, mais il y a aussi des médecins qui votent Marine Le Pen, il y a des avocats qui votent Marine Le Pen, il y a des chefs d'entreprise qui votent Marine Le Pen, il y a des hauts fonctionnaires qui votent Marine Le Pen, il y a des gens qui travaillent à l'hôpital qui votent Marine Le Pen. C'est quand on l'extrême droite fait 30%, ça veut dire que toutes les couches de la société sont au moins un peu touchées par ce vote-là. Donc forcément, bah, vous allez à l'hôpital, il y a peut-être une infirmière, un médecin, je sais pas, il y en a. Moi, je sais que j'ai rencontré des médecins qui très certainement votent Marine Le Pen. Parce que voilà, on parle des policiers et effectivement, le vote Front National est très présent dans la police, mais pas seulement. C'est la société. Alors, selon les milieux, ils vont plus ou moins l'afficher, mais et selon les lieux aussi. C'est plus facile d'afficher son vote, son soutien au Front National quand on habitait Nain-Beaumont que quand on est dans le 11e arrondissement à Paris. Mais là, il y a vraiment une normalisation de ce vote-là. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de suivre Marine Le Pen. Qu'est-ce qu'elle dit en ce moment? Rien. C'est-à-dire que tout le jeu de Marine Le Pen, c'est de dire des banalités, d'être normal. En ce moment, on parle des polémiques de Mélenchon, des polémiques du gouvernement, mais on ne parle pas du tout des polémiques de Marine Le Pen, parce que Marine Le Pen ne fait plus polémique, elle se normalise, elle essaye de montrer que finalement, elle dit des choses assez modérées, qui correspondent à ce que pourrait dire l'un ou l'autre dans un autre parti, de surtout pas faire de vagues, parce qu'elle a déjà atteint la popularité, et maintenant elle veut juste montrer que elle pourrait être présidente de la République et que finalement, ça doit plus être honteux de la soutenir, puisque ce qu'elle dit, c'est très commun. Et est-ce que tu penses que, notamment sur les réseaux sociaux et Twitter, qu'il y a une stratégie de l'extrême droite à travers ton enquête, peut-être que tu as pu analyser ça. Est-ce que tu penses qu'il y a une stratégie de l'extrême droite à travers tous ces comptes anonymes, tous ces comptes patriotes? On voit aussi souvent le petit drapeau. Enfin, il y a une espèce une terminologie finalement des patriotes de l'extrême droite sur Twitter notamment. Est-ce que tu penses qu'il y a une stratégie? Est-ce que tu penses que c'est juste des personnes qui se rassemblent? Quelle est toi ton opinion? Je pense que l'extrême droite, l'extrême droite, c'est plein de choses. Il y a quand même plein de courants politiques à l'extrême droite, mais que globalement, c'est une mouvance qui comprend très très bien Internet, qui l'a compris avant les autres. Le site Égalité et Réconciliation était, je ne sais pas si c'est encore le cas, le site politique le plus vu et lu de France, devant le site du Parti socialiste, des Républicains, voilà, c'était celui qui faisait la plus grosse audience de France. On a tout un tas de sites d'extrême droite qui sont très lus parce qu'ils comprennent Internet et ils savent comment faire pour que ça marche. Et ils ont mis en place un certain nombre de stratégies. Alors, c'est pas une personne, c'est pas Marine Le Pen et trois communicants dans un bureau qui ont tout pensé. Il y a plein de petits groupes, de petites chapelles qui chacun mettent en place leur propre stratégie. Mais il y a des stratégies euh, développées, concertées, pensées. Ça va d'organiser des raids en ligne, c'est-à-dire qu'ils se regroupent sur des conversations Telegram où ils discutent entre gens d'une certaine mouvance d'extrême droite très radicale, et puis à un moment, ils disent
ouais, écoutez, il faut qu'on fasse sauter tel compte, ou allez, on s'en prend tous à telle personne. Et là, cette personne se retrouve harcelée par des Mhm. dizaines, des centaines de personnes qui vont la harceler. Parce qu'en fait, ce qu'elle ne sait pas, ce qu'elle ne voit pas le plus souvent, c'est qu'il existe des forums, il m'est arrivé d'en voir certains, mais il y en a plein que je ne connais pas, où s'organisent, se préparent ces raids. Dans un tout autre genre, je sais que j'avais récupéré la notice de stratégie interne à égalité et réconciliation pour modifier Wikipédia pour aller dans leur sens. C'est-à-dire qu'il y avait une stratégie pour que certaines notes Wikipédia tiennent des propos, parce que Wikipédia, c'est devenu l'encyclopédie. Les lycéens qui vont faire leurs devoirs, ils vont regarder sur Wikipédia. Wikipédia, Mhm. modifier les Wikipédia, c'est presque changer l'histoire. Ouais. Et ils s'en pour modifier Wikipédia, il y avait toute une stratégie où ils créaient plusieurs comptes. Il y en a un qui allait, par exemple, ça avait été fait sur Olivier Besancenot, je me souviens. Il y en a un qui allait dire, ouais, Besancenot, je sais pas, j'invente un peu, l'exemple n'est pas très précis, mais Besancenot, c'est un dangereux islamo-gauchiste, etc., qui a tenu des propos de soutien aux terroristes. Pour partie de notice complètement exagérée et fausse. Mhm. Et ils avaient un deuxième profil à eux qui tout de suite venait modérer ce propos-là en disant ah non, t'exagères, c'est pas vrai. Mais par contre, on peut peut-être dire que Olivier Besancenot s'est fait remarquer par des soutiens répétés à l'islam et à certains tenants des frères musulmans. Et ça passait pour un propos modéré, parce que c'était plus modéré que le propos d'avant, mais en fait, c'est déjà en soi un propos exagéré et en grande partie faux. Et ils avaient cette stratégie-là qui avait été pensée, terrorisée et mise par écrit pour modifier des fiches Wikipédia. Et on avait réussi à identifier un certain nombre de comptes, parce que sur Wikipédia, tout est accessible, tout est ouvert. Et comme ça, on avait pu remonter des comptes et identifier des comptes d'extrême droite qui avaient utilisé cette stratégie-là pour modifier certaines notices. Je ne sais pas s'ils le font encore, ça fait quelques années, mais voilà, il y a ça. Donc oui, l'extrême droite est très présente sur Internet et c'est pour ça qu'on parle de fachosphère et elle a des compétences beaucoup plus fortes, je pense, que les républicains, par exemple. Ils sont beaucoup plus efficaces sur Internet que les républicains. Oui, et puis c'est presque un système pervers ce que tu racontes, d'arriver à penser finalement, de modérer son propre propos, enfin, ou le propos d'un autre, mais c'est la même idéologie. Il y a quelque chose de pervers là-dedans. Mais Ah oui, toi, quand tu sors d'une telle enquête finalement, comment les sujets t'accompagnent? Comment est-ce que tu arrives à décrocher ou est-ce que ça continue à t'accompagner? quand je suis dedans, j'ai un côté un peu obsessionnel. C'est vrai que je suis pas forcément facile à vivre dans ces moments-là, parce que quand je suis dans une enquête, ça m'obsède. Je pense à ça. Quand j'écris ce livre sur Soral, je me souviens que le matin, quand j'ouvrais les yeux dans mon lit, littéralement, la première chose à laquelle je pensais en ouvrant les yeux, c'était ça. Tous les jours. Je me disais, oh, et donc, putain, ce truc d'Alain Soral, et je ne décrochais jamais. J'arrivais pas à penser à autre chose, j'étais obsédé par ce truc. Sur ce sujet-là, c'est plus le cas. Et heureusement, il y a des moments de repos. Je suis pas toujours focus sur un truc, mais quand je suis sur un travail comme ça, voilà. Et ça crée aussi une espèce de distanciation où certaines choses du quotidien perdent. Enfin, j'avais plus de mal à m'intéresser à certaines choses de la vie quotidienne parce que j'étais focusé sur mes sujets. Après, j'essaie de mettre des distances, de faire la part des choses entre mon travail et ma vie perso et de pas, voilà, de m'organiser des temps pour décrocher, quoi. Mais est-ce que c'est comme une page qui se ferme et tu passes à l'enquête suivante? Ou est-ce que finalement, après, tu gardes un œil avisé sur bah, tout ce qui concerne ces grands sujets-là? Ouais. Je garde un œil. Je fais pas du zapping. J'ai travaillé sur plein de sujets différents, mais j'ai quand même des grandes thématiques que je suis pendant plusieurs années. Après, en fait, moi, je suis des sujets et dans ces sujets-là, je vais faire une enquête sur une histoire parce que j'ai une info qui me remonte, parce que j'ai récupéré un document, parce que j'ai trouvé une source. Là, par exemple, je travaille depuis 2 ou 3 ans sur la police, les discriminations par et dans la police. Euh, voilà, après j'ai fait plein d'articles, plein d'enquêtes, mais ça reste dans ce grand chapitre-là.
Oui, et nous, quand on a regardé un peu ce que tu fais, on essaie d'analyser quelles étaient tes grandes thématiques et on sent que c'est une espèce de rapport à l'autre. Finalement, il y a une forme d'injustice et d'oppression sur l'autre. C'est souvent là où on te trouve. Tu as vécu quelque chose dans ta vie qui t'a mis sur ce chemin-là? En fait, c'est d'où ça te vient cette fibre par rapport à l'injustice? Je crois pas que c'est quelque chose que j'ai vécu dans ma vie. Enfin, c'est- je suis désolé, il n'y a pas de grande histoire dans ma vie qui pourrait expliquer ça. C'est toujours mieux si j'avais un traumatisme personnel. Ça fait des meilleures histoires, les gens qui ont des traumatismes personnels. Mais Pas forcément un trauma, hein. Ça peut être une transmission, ça peut être du côté, je ne sais pas, de l'histoire avec un grand H, ça peut être beaucoup de choses. Tout ne vient pas des traumas. en tout cas, c'est une sensibilité personnelle. J'ai toujours depuis ouais très longtemps, j'ai eu une sensibilité politique pour. J'ai toujours, voilà, j'ai toujours pensé que on pouvait pas être spectateur du monde. Je refuse d'être spectateur des choses. Je pense que j'arriverai jamais à changer le monde. Je crois pas que je serai Che Guevara et que je vais faire basculer l'histoire. Mais ça m'est impossible d'être passif face aux choses. C'est-à-dire que on est, je constate, mais comme tout le monde, que il y a plein de gens qui vivent dans la grande misère, qu'il y a plein de gens qui sont discriminés, victimes de racisme et de violence. Et je peux pas, une fois que je fais ce constat-là, je peux pas rentrer chez moi et aller éplucher mes carottes et me dire, je passe et dire ah bah c'est bien dommage et passer à autre chose. Et le lendemain aller faire un job et pas faire quelque Mhm. chose contre ça. J'ai besoin de me dire que je vais agir dessus. Même si ça ne suffit, évidemment que ça ne suffira pas à changer les choses, mais au moins j'aurais fait ma part. Au moins j'y serais allé. Au moins j'aurais, voilà, moi je trouve que c'est comme la personne qui, je sais pas, qui va filer qui va donner des cours du soir pour aider les gamins qui sont en galère à l'école et qui va donner ses cours du soir. Elle va pas solutionner les carences de l'éducation nationale, elle va pas aider à s'en sortir la terre entière, mais elle aura fait sa part du taf. Comme celui qui entraîne les jeunes au foot le samedi, bah c'est pareil, il aura fait sa part et moi j'estime que voilà, je constate tout un tas de choses qui me touchent, qui m'indignent, qui m'énervent et ces choses-là, voilà, faut que je fasse quelque chose, pas rester passif face à ça. Et est-ce que tu peux nous raconter un souvenir qui t'a profondément marqué de ta carrière? Ouais, j'étais encore stagiaire, je crois, à Street Press, puisque j'ai commencé comme stagiaire à Street Press. Et à ce moment-là, donc on est après les révolutions arabes ou dans la fin des révolutions arabes, et il y a des gens qui arrivent de Tunisie, qui sont à Paris. Et il y a pas mal de monde qui arrive sur Paris venant de Tunisie. Et donc, comme toujours dans les questions migratoires, les gens se regroupent par communauté d'origine. Euh, et donc, il y a des Tunisiens qui occupent un gymnase à Paris qui s'appelle le gymnase de la Fontaine-au-Roi. Donc, c'est un gymnase de la ville de Paris. Ils sont, je sais plus, je dirais une centaine dans ce gymnase. Et au début, bah voilà, il y a des associations, des militants qui viennent les soutenir, qui viennent les aider. Et c'est à ce moment-là que j'en entends parler, donc je vais voir, je vais suivre, j'écris un autre article. Voilà, en plus, après, ils vont aller fouiller l'ambassade de Tunisie à Paris, récupérer des documents. Enfin, bon, il y a tout un tas d'histoires, je couvre tout ça. Et puis, l'attention médiatique et, et militante aussi s'essouffle. Les gens passent à autre chose et je retourne, je continue à suivre ce sujet. Et puis, au bout d'un moment, je suis le seul à suivre ce sujet. Il n'y a plus d'associations, il n'y a plus de journalistes, il n'y a plus personne qui vient les voir. Et un jour, je rentre dans ce gymnase qui, après de longues semaines, c'est un gymnase, c'est pas fait pour. Il y avait les chiottes qui avaient pété, donc c'était à moitié inondé, c'était dégueulasse. Et je vois des mecs, je commençais à connaître pas mal de monde, et je vois des mecs le visage tuméfié. Et je discute, et je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a plusieurs types comme ça, c'était que des hommes. Pourquoi il y a tous ces mecs qui ont le visage en sang, enflé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ils me disent, il y en a un qui a ramené, qui avait récupéré du pain, mais je sais pas, 20 baguettes,
Il l'a ramené là et ils se sont battus. Et en fait, à ce moment-là, donc j'étais stagiaire, je n'étais pas très vieux, je sais pas, je devais avoir peut-être 24, 25 ans. Et je sais pas, c'était la première fois que je voyais, que je touchais du doigt, entre guillemets, le fait qu'on se batte pour manger. Et qu'on Hmm. puisse, à Paris, en France, je savais qu'il y avait des gens qui avaient faim, je sais ce que c'est, je sais pas, on est de la dernière pluie, mais il y a une différence de savoir de manière théorique et d'être confronté de manière concrète à des gens qui se sont littéralement battus pour du pain et qui avaient le visage ensemble parce qu'ils s'étaient battus pour manger du pain. Hmm. Et je sais pas, ça a fait quelque chose, ça m'a touché et c'est le genre de truc qui fait que je me dis que je peux pas rester insensible. Alors on peut fermer les écoutilles, se cacher, aller vivre dans l'Ardèche et faire pousser des tomates et essayer de pas le voir, ou alors on peut essayer de faire des choses. Et voilà, ma façon de faire des choses, c'est de faire du journalisme parce que c'est mon métier. Si j'étais médecin, peut-être que j'ouvrirais un dispensaire, j'en sais rien, je suis pas médecin. Hmm. Et est-ce que tu as une personne qui t'a marqué dans ce parcours aussi professionnel, un visage que tu retiens, une personne qui a pu changer un peu ton regard? Il y a plein de gens qui m'ont marqué. Il y a des gens qui m'ont marqué. Alors, il y a des journalistes parce qu'il y a des gens qui m'ont accompagné, aidé, guidé, ouvert des portes, fait confiance et qui m'ont appris des choses. Plein. Euh, j'ai travaillé, ma vie professionnelle a été, j'ai beaucoup, presque toute ma vie professionnelle s'est faite à Street Press. Donc, il y a au sein de Street Press des gens qui, ah, il y a Robin D'Angelo qui était mon rédacteur en chef quand j'étais stagiaire et qui m'a appris en sortie d'école ce métier, mais pas de manière théorique, qui l'a rendu concret, qui m'a donné de la rigueur, etc. Et puis Joe, qui est toujours le directeur de Street Press, ce sont des gens qui m'ont fait confiance en fait, qui m'ont dit mais vas-y, ok, tu veux bosser là-dessus, mais vas-y. Tu connais rien, personne, vas-y, on te fait confiance, t'y vas. Tu te débrouilles, tu nous ramènes des trucs, tu creuses, tu vas chercher, mais t'y vas et on te fait confiance et qui, voilà, qui ont su m'encadrer et me faire confiance. Après, il y a tout un tas de gens que j'ai rencontrés sur des sujets qui m'ont touché, parce que c'est des quand on derrière chaque sujet, qui soit politique, que ce soit de l'enquête, etc. Il y a toujours des histoires personnelles de gens et de vécus. Euh, Par exemple, j'ai travaillé sur le maintien de l'ordre et les violences policières dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes. J'ai rencontré Vanessa, avec qui je suis toujours en contact, qui a perdu un œil. C'était là, elle allait manifester avec sa meilleure amie et elle s'est pris un tir de flashball. C'est pas sûr qu'on sache un jour qui a tiré cette balle de flashball. Elle a perdu un œil, elle a eu deux ou trois opérations du crâne. Elle a encore des douleurs, du, elle a perdu son métier avec ça, elle a tout perdu. Sa vie s'est écroulée parce que elle est allée un jour manifester, qu'elle avait eu cette balle perdue. Et voilà, je l'ai rencontrée pour faire un documentaire qui est toujours en ligne, qui est accès gratuitement sur YouTube, qui s'appelle Gilets jaunes, une répression d'État, et qui est un documentaire gratuit sur YouTube, qui a pas trop mal marché. Et elle nous a raconté, elle nous a confié son histoire. On était les premiers journalistes à l'interroger. Et donc, enfin, je me souviens de cet entretien, on est dans son salon et elle fait cette interview et elle pleure, c'est normal. Et ouais, on faisait pas les fiers parce que quand tu es en train de poser des questions à quelqu'un et qu'il est en train de pleurer parce qu'il raconte toute la douleur, tout ce qu'il a vécu, c'est dur. Et voilà, je suis encore en contact avec elle, on se parle presque toutes les semaines par message sur Facebook, on se voit régulièrement, on mange ensemble. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup touché mais qui m'a touché parce qu'elle a vécu des choses dures et qui m'a aussi impressionné parce que elle a fait preuve de beaucoup de courage parce qu'elle a monté un collectif qui s'appelle le collectif des mutilés pour l'exemple. Ils ont des cagnottes en ligne, vous pouvez les soutenir. Et voilà, elle a aussi, face à cette difficulté dans laquelle elle a été projetée, pour laquelle elle n'a pas été préparée, où elle n'avait pas de background, c'est pas une militante qui a un background politique derrière, une formation prête à monter tout ça. Elle se retrouve jetée là-dedans et elle a trouvé les ressources pour organiser un combat, pour fédérer des gens avec elle. Et voilà, elle m'a à la fois touché, impressionné. Et ouais, c'est quelqu'un dont je garderai une trace. Je sais pas si on restera en contact toute notre vie, mais c'est sûr que je m'en souviendrai toute ma vie de cette personne.
Quelles sont les émotions que tu ressens le plus dans ta vie de journaliste? Il y a une forme d'indignation. Il faut forcément, moi, j'ai besoin d'avoir une indignation. Si j'ai pas d'indignation, si les choses ne m'indignent plus, ça sert à rien. J'ai perdu ma raison de faire ce métier. Si, si quand on me raconte une violence policière, ça ne m'indigne pas et que je fais ah bah oui, je sais. Bah non, c'est pas la peine. Là, faut que j'aille faire autre chose. Après, il y a de l'indignation, il y a de la tristesse, mais après, il faut quand même au quotidien, il y a beaucoup de joie, du rire, je rencontre plein de gens super. Même si je parle de sujets tristes, ma vie n'est pas triste au quotidien et même mon travail n'est pas triste. Au boulot, je m'amuse et heureusement, j'ai des collègues très sympas et même les gens et même des gens. D'ailleurs, c'est pas parce que les gens sont victimes de quelque chose qu'ils n'ont pas d'humour et qu'ils n'ont pas de joie dans leur vie. Vanessa, dont on parlait à l'instant, est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup ri. Oui, elle a perdu un œil. C'est horrible, c'est triste. Ça n'empêche que dans sa vie, elle a de l'humour, c'est quelqu'un de drôle. Et on rit. Et je pense que si les gens, parce qu'ils sont victimes de quelque chose, de ça ou d'autre chose, on les traite en victimes permanentes et en espèce de martyrs d'une cause en souffrance permanente, c'est pas leur rendre service, parce qu'ils n'ont pas envie de vivre dans la tristesse permanente. Ils ont envie d'avoir de la joie autour d'eux, comme tout le monde. Et je pense que, voilà, donc moi je suis quelqu'un de plutôt joyeux, et donc dans ma vie, heureusement, l'émotion, je pense que je ressens le plus, c'est la joie et la bonne humeur, en tout cas. Et ton indignation, qui on peut aussi appeler ça de la révolte, tu dirais qu'avec le temps et l'âge, tu finis par le gérer ou ça s'agrandit? Non, ça diminue pas, en tout cas. Ça diminue pas. Je sais que, pas forcément toi, mais plein de gens disent, voilà, si on n'est pas, il y a un vieil adage, j'ai plus les mots en tête précisément, mais si on n'est pas indigné de gauche à 18 ans, on a raté sa vie. Si on n'est pas raisonnable et de droite à 50 ans, on a aussi raté sa vie. Ben moi, je crois pas à ça. Je pense que moi, ouais, c'est pas parce que je vieillis que j'ai pas d'indignation. Non, je suis toujours indigné. Ça m'est pas plus facile d'accepter que les gens crèvent la dalle à 35 ans que ça l'était à 18. Donc, ouais, non, en tout cas, elle diminue pas. Je sais pas si elle augmente, mais elle diminue pas. Mais c'est un avis que je partage. Je fais partie aussi des indignés et des révoltés. Et je pense qu'on a besoin de cette révolte. Et qu'en fait, la révolte, c'est pas une émotion triste. Au contraire, je pense que la révolte, tant collective qu'individuelle, c'est celle-là qui mène à ce que tu parlais du désir de changer les choses. Et plus que jamais, on en a besoin aujourd'hui. Mathieu, dans ta vie, est-ce qu'il y a un sujet ou une enquête qui t'a transformé, où tu dirais finalement que ton rapport au monde, eh ben, il a bougé parce que tu as découvert ce que tu as vu, ce que tu en as dit? Ouais, enfin, en tout cas, c'est une j'en parlais quand tu me demandais s'il y avait une scène qui m'avait marqué. Et globalement, c'est pas le sujet que j'ai le plus couvert, mais les questions de personnes en situation d'immigration illégale, qu'on a mis dans l'illégalité finalement. Par petites touches, au début, puis après par petites touches, j'ai été confronté à ces sujets-là et c'est parti des sujets qui m'ont le plus bouleversé parce que c'est dans ces sujets-là que j'ai rencontré l'extrême misère. Vraiment, le fait de crever la dalle, quoi. Le fait de vivre dans des conditions et qu'on laisse vivre des gens dans des conditions absolument inhumaines. Enfin, faut aller dans un camp de migrants, voir des gens qui dorment au milieu d'un échangeur d'autoroute dans une vague tendre Quechua et qui sont là depuis 2 ans et qui crèvent la dalle et qui se lavent dans une rivière et qui ont rien, qui ont absolument rien et qui sont des gens qui n'ont rien fait, juste ce qu'ils sont, c'est-à-dire pas français, fait qu'on les laisse et on les repousse dans cette misère-là. Et ça, c'est au pied de chez nous à Paris, maintenant ils sont à Saint-Denis, enfin ça c'est à côté de chez nous. Et globalement, il y a une espèce de politique insidieuse qui consiste à les sortir de notre champ de vision. C'est-à-dire que on essaye parfois de les aider un peu, mais globalement, on essaie surtout de les écarter pour ne plus les voir. Et c'est assez sinistre. Par exemple, pour ceux qui connaissent Paris, c'est quand
ces gens qui habitent toujours en tente, ils forment des petits campements. Et ces campements ont suivi le long de la ligne 2 de métro. Ils étaient à Barbès, ils ont été décalés jusqu'à Stalingrad, et après ils ont pris l'avenue de Flandre. Et toutes les 3 semaines ou un mois, ils étaient vidés, chassés, ils se réinstallaient un peu plus loin, ils étaient rechassés, ils se réinstallaient un peu plus loin. Et tout, si on reprend les points où étaient ces campements, le long de la ligne 2, puis après avenue de Flandre, il y a tout un tas de mobilier urbain qui est apparu. Alors on a mis des skateparks, on a mis des terrains de boules, on a mis des bancs, des machins, tout ce qu'il faut juste pour occuper l'espace pour être sûr qu'ils ne se réinstallent pas là. Donc, plutôt Hmm. que de se dire comment on peut solutionner le problème, ils ont mis des skateparks sous un métro. Il y a le métro, en dessous, il y a le skatepark. Il fallait occuper. Et donc, en plus, ils ont fait financer ces conneries par le budget participatif. Donc, en plus, les gens votaient, ils avaient l'impression qu'ils étaient impliqués dans un truc citoyen. Et tout ça avait pour vocation de créer du mobilier urbain pour virer les gens. Et là où on ne trouvait pas une idée prétexte pour masquer ça, on met des gros cailloux. C'est-à-dire que, voilà, on se dit, il y a des gens qui dorment dehors, qui crèvent la dalle, et on met des cailloux là où ils sont pour qu'ils ne reviennent pas là. Et ça, je trouve ça immonde. Et il y a tout ça, et derrière, il y a cette chasse à l'immigré illégal qui sont des gens, bah, voilà, ils n'ont pas de papier. Ok, ils ont passé une frontière, un truc, ils sont nés quelque part, ils n'ont rien demandé, ils n'ont pas demandé à être nés là, ils se sont barrés parce que la vie là où elles étaient, que ce soit à cause d'une guerre ou à cause de la misère, elle était tellement dure qu'ils ont jugé qu'il était préférable de prendre le risque de vivre dans l'extrême précarité à Paris que là où ils vivent. La misère ici est quand même moins dure que ce qu'ils fuyaient. Et ils sont retrouvés chez nous, à Paris, à côté de nous, et voilà, on les chasse. On les chasse de la pire des manières, bah, parce que j'ai travaillé sur la police, j'ai documenté ces espèces de rafles. C'est-à-dire que il y a un article que j'ai publié il y a peut-être 5 ans maintenant où je raconte comment on boucle un quartier et on fouille tout un quartier et on cherche les sans-papiers. Comme, voilà, en barricadant le quartier, on les met dans des bus et on les expulse. Ils faisaient ça à la Goutte d'Or à l'époque. Là, je prépare une nouvelle enquête qui va sortir d'ici 15 jours peut-être sur les unités de lutte contre l'immigration illégale, les ULI, qui sont ces unités de police chargées de lutter contre ça et leurs méthodes euh, illégales en plus pour chasser, aller faire du chiffre. On leur donne le matin. Ils vont dire que non, mais j'ai des sources dans la police qui me le confirment. C'est le matin, on leur donne un quota du nombre de sans-papiers qu'ils doivent ramasser tous les matins. Et voilà, ils ont leurs chiffres, ils doivent aller faire leurs chiffres. Et ils vont faire du contrôle aux faciès toute la journée. Ils vont chercher des mecs parce qu'ils ont, je cite, des têtes de blédards, les repérer, les arrêter pour remplir leur quota et remplir des tableaux et des tableaux. Voilà, pour faire de la chasse à arrêter des cuistots qui viennent de banlieue pour aller travailler dans les restos à Paris, parce que c'est ça la lutte contre l'immigration illégale. Et on détruit tout le monde, on détruit tout le monde sur le chemin parce que finalement, ces policiers qui reçoivent des ordres, ben, eux, ils ont l'impression qu'ils sont la loi et qu'ils respectent la loi. Mais qu'est-ce que c'est que cette loi? Finalement, on a rendu délit quoi? Le fait de ne pas avoir de papier. Mais qui a inventé cette histoire de papier? Les frontières, elles ont aucune légitimité absolue. Donc en fait, on pourrait même avoir l'impression qu'on vit dans une atmosphère délirante ou un système délirant où en fait, celui qui a besoin d'aide, eh ben, il est vu comme le criminel à chasser. Donc effectivement, c'est révoltant. C'est révoltant que la loi permette ça. Et c'est révoltant aussi que notre gouvernement ou nos gouvernements ou ceux quelque part qui décident la politique d'immigration, quelque part contribuent, mais même totalement. En fait, c'est eux qui créent ce mouvement. Donc, quelle vision, toi, ça te donne de notre société et des hommes? Qu'est-ce qui fait finalement que certains, à la différence de nous, ils ont vraiment besoin que l'autre, ce soit l'autre, et l'autre très très loin et avoir l'impression que jamais ça pourrait les toucher, cette misère-là. Alors, j'ai ma réponse psychologique, mais j'aimerais ta réponse de journaliste. Comment tu expliques ce mouvement intérieur? Je pense que il y a tout ça, le fond du problème, c'est la misère. C'est-à-dire que il y a des inégalités qui se renforcent et que ceux qui sont en situation de pouvoir, que ce soit un pouvoir économique, un pouvoir politique, quel qu'il soit, ils ont intérêt à ce que les inégalités se creusent.
Non pas parce qu'ils prennent plaisir à ce qu'il y ait des pauvres, c'est pas ça. C'est parce qu'ils prennent plaisir à avoir encore plus et qui mettent au-dessus de tout, le fait d'accumuler du pouvoir et de la richesse. Donc, finalement, je pense que il y a, je sais pas, des gens qui travaillent pour des grandes marques de vêtements qui, chez eux, font du tri sélectif et essayent de pas détruire la planète au quotidien. Mais ça ne les empêche pas de faire travailler des ouvriers au Bangladesh dans des conditions absolument terribles et Hmm. de les exploiter, de faire travailler des enfants. C'est pas des gens qui, c'est juste que c'est pas qu'ils sont foncièrement mauvais. Je crois pas au mal que l'homme est en lui, hein, qu'il y ait des gens foncièrement mauvais. Par contre, ces gens-là ont mis au-dessus de tout leur propre privilège. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'accumuler de l'argent et au bout d'un moment, ils ont créé un système et ils renforcent un système où il y a des puissants, des dominants et ils n'arrivent plus à s'en extraire, ils font passer ça au-dessus de tout. Et pour moi, c'est ça. Après, ça génère tout le reste, c'est des conséquences. Le racisme est une conséquence de ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des gens très riches et des gens très pauvres, eh ben, on va envier, on va désigner des boucs émissaires. C'est une manière de dire, de détourner le regard, de dire, maintenant, c'est pas la faute à lui, c'est la faute, regardez, c'est la faute des Arabes, c'est la faute de l'étranger. Ils viennent pour voler ce que vous avez. Vous avez un peu, pas tellement, mais ils viennent vous voler votre truc. Et voilà, et on désigne un bouc émissaire. Le racisme, c'est ça. Tout est une conséquence de ces inégalités sociales entre d'un côté des gens qui possèdent le pouvoir et les richesses et qui font tout pour le conserver, ne pas le partager, ne pas parce qu'ils se disent que s'ils commencent à en donner un peu, ils pourraient tout perdre. Cette espèce de peur du déclassement et en face les autres qui essayent de garder le peu qu'ils ont et qui se sentent menacés, donc qui s'en prennent à l'autre, à l'étranger, qui peut les mettre en danger. Moi, j'ai grandi en Alsace, une région qui est une région plutôt Hmm. riche, où il y a des pauvres, mais les gens vivent plutôt bien. C'est agréable de vivre en Alsace. Il y a des endroits où c'est difficile, évidemment, comme partout, mais globalement, c'est pas le Nord-Pas-de-Calais qui était une région industrielle où il y a eu la désindustrialisation et des vagues de chômage d'un coup, ou la Lorraine, c'est un peu pareil. Il n'y a pas ça. Mais en Alsace, ils ont quelque chose, ça marche. La vie est plutôt agréable et donc ils ont peur du changement. Ils ont peur de l'étranger parce que l'étranger, il représente celui qui met en danger ce qu'ils ont. Et alors même s'il leur a rien pris, il pourrait leur prendre. Et, et, et voilà, il y a cette espèce de truc où même quand on n'a pas des choses incroyables, parce que je parle pas de gens qui sont forcément riches, juste des gens qui ont leur maison, qui ont leur boulot, qui ont leur vie au quotidien, ils s'agrippent à ce truc et ils désignent un bouc émissaire qui est l'étranger. Et tout ça, il y a toujours une raison économique, sociale derrière tout ça. Et comment on lutte alors d'après toi? C'est quoi la solution? Quelles sont nos armes pour lutter contre cette manière de vivre l'autre? Alors, je viens aussi d'Alsace, donc bon, moi je viens de Strasbourg, je ne sais pas si tu viens du même endroit, donc tu viens d'où? Près de Colmar, de la campagne. Oui, je connais bien tout ce coin. Donc, je ne sais pas si j'aurai la même vision. Mais cela dit, le racisme ou l'altérité pathologique, quand c'est dans les mains de personnes qui n'ont pas vraiment de pouvoir, à la limite, effectivement, il faut que chacun fasse son chemin. Mais cette manière de vivre le monde, quand on a du pouvoir, elle devient très dangereuse. Tu vois, quand on voit certaines déclarations de nos politiques, il y a quelque chose de dangereux aussi parce qu'on est une société où les choses se transmettent, y compris les traumas. Il y a des enfants qui grandissent dans cette construction, dans cette terminologie où l'autre est constamment le danger. Toute l'islamophobie qu'on peut voir même en ce moment. Tu te rends compte quand même qu'en France, on a confisqué le terme islamophobie au principal intéressé qui avait besoin de l'utiliser. Donc, je vis à Londres en ce moment. À Londres, le terme islamophobia, bon, il est utilisé partout parce que c'est un terme qui a une terminologie valable. Donc en France, je pense qu'il y a quand même beaucoup de dégâts quand ces problématiques dont tu parles sont dans les mains du pouvoir. Est-ce que tu constates la même chose et est-ce que tu aurais des solutions, toi? Est-ce que tu sais ce qu'il faut mettre en place pour sortir de là? Ouais, bah, enfin, non, j'ai pas de solution. Si j'avais une solution miracle, ça se saurait. Euh, non, enfin, il y a deux choses. Je pense que les gens sont puissants, sont pas plus mauvais ou meilleurs que les gens.
pas puissants que les pauvres. Ils sont juste plus dangereux parce qu'ils ont des outils plus dangereux entre leurs mains. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a autant de sales types parmi les prolos que parmi les gens puissants, sauf qu'un Mhm. prolo qui est un sale type, il nuit à son entourage direct. Il nuit plus difficilement à 200 000 salariés ou une région entière ou un pays entier. Après, il n'empêche que je pense qu'il faut combattre le racisme à tous les niveaux et dans toutes les couches. Après, la solution pour moi, c'est de lutter contre les inégalités. Le fond du problème, c'est ça. Et donc, plus on va vers plus d'égalité sociale, moins il y aura de raisons de jalouser l'autre et de s'inquiéter de l'autre. Plus il y aura de garanties sociales, plus il y aura de garanties, plus il y aura de solidarité, plus il y aura d'égalité, moins il y aura de raisons de jalouser, d'envier, de s'en prendre, de dessiner des boucs émissaires. Voilà, après, concrètement, comment y arriver, je sais pas, je prétends pas avoir de solution globale pour notre société. Moi, je crois qu'il faut créer des solidarités, déjà, à l'échelle, à chacun à son échelle et à l'échelle locale, s'impliquer dans la société, faire société. Euh, Moi, j'ai grandi dans une famille où mes parents, ils faisaient partie d'associations, de clubs sportifs, de centres périscolaires de manière bénévole et donc ils participaient à créer quelque chose en commun, donner de son temps et de soi-même pour construire quelque chose en commun. Et si tout le monde fait ça, déjà, ça crée une société et ça génère plus d'égalité. Et après, il y a, bien sûr, tout n'est pas une question individuelle parce que il y a des systèmes, il y a des politiques publiques. Je ne crois assez peu à trier vos déchets et je sais pas, couper l'eau du robinet pour vous laver les dents, vous allez sauver la planète. Il y a quand même des systèmes de société qui génèrent aussi bien les pollutions environnementales que les inégalités sociales, que les discriminations. Et donc, il faut des politiques publiques qui changent ça. Voilà, mais dans tous les cas, l'objectif, c'est d'aller vers plus de solidarité, plus d'égalité. C'est des grandes valeurs. Après, je n'ai pas la présomption d'avoir des solutions concrètes à tout ça et je peux avoir mon avis, mais je me sens pas légitime pour dire il faudrait faire ça en France. Je peux le dire dans un cadre privé, mais pas publiquement. Et à Street Press, vous avez souvent été les premiers à lancer voilà, déjà des grandes informations, notamment sur les violences policières, tout ce qui a pu se passer. Comment t'expliques que finalement ce soit un média qui n'est... Bon, il y a les médias mainstream et les médias, on va dire, qui sont indépendants. Comment t'expliques que finalement ce soit votre média qui ait pu mettre sur la place publique un énorme fait de société qui nous concerne tous? Et puis finalement, vous avez été suivi, mais assez timidement. Tous les journaux n'ont pas fait ça le centre de leur édition. Comment t'expliques, toi, que finalement le rôle un peu on va dire, de pilier dans la société qui dénonce et qui tape du poing, maintenant, c'est pas vraiment dans les journaux mainstream, c'est plutôt dans les journaux justement indépendants, les journaux qui fonctionnent autrement. D'abord, pour trouver quelque chose, il faut commencer par chercher. C'est une la palissade de dire ça, mais c'est le principal problème. C'est-à-dire que si on veut que les journaux et les médias sortent des informations inédites, il faut qu'ils leur donnent aux journalistes du temps pour enquêter, pour chercher. Euh, je sais pas, une chaîne de télévision comme TF1 n'a pas, à proprement parler, de journalistes dédiés à l'enquête. Ils ont plein de journalistes qui font leur JT, et qui font leurs émissions. Alors après, des fois, c'est des boîtes de production qui font ça. Mais il y a presque personne qui fait réellement de l'enquête. Euh, et dans tout un tas de journaux, qui pour certains font pas forcément du mauvais travail, mais il y a cette espèce de course à couvrir le quotidien, à suivre un agenda qui est dicté par le gouvernement, par les politiques. Ah voilà, Macron lance ceci, Marine Le Pen va aller voir une vache à tel endroit pour parler de cela, et voilà, et on y va, on est 40 journalistes à aller suivre Marine Le Pen ou François Bayrou, hein, qu'importe, qui va faire une visite dans une exploitation agricole. Donc en fait, il y a, ce jour-là, il y a 40 personnes dont le travail vont être au même endroit pour raconter la même chose dans un cadre où ils auront accès à très peu d'informations, parce qu'en plus c'est un événement de com, donc tout est contrôlé.
qui est une pseudo-visite d'un agriculteur qui est sympathisant du candidat qui vient le voir, toujours, encadré par des communicants qui ont bien tout prévu, où l'homme politique a choisi sa tenue vestimentaire pour qu'elle s'adapte au lieu. Quand il se trompe dans son choix, on peut se moquer un peu, on fait deux, trois blagues sur Twitter parce qu'il n'a pas mis le bon anorak pour aller voir la vache. Mais il y a 40 personnes Hmm. qui font ça, ce jour-là, qui font que ça. Ces 40 personnes-là, s'il y en avait une qui y allait et 39 autres qui faisaient autre chose, il sortirait plus d'infos. Et au quotidien, un journal, c'est énormément de temps consacré et perdu à ça. Après, il y a une histoire de... Il y a ça, donc c'est le fonctionnement des journaux qui ne permet plus de sortir des infos. Et après, il y a une histoire de sociologie des journalistes. C'est-à-dire que c'est les classes moyennes supérieures qui fabriquent le plus de journalistes. C'est un problème. Je dis ça, je viens plutôt de la classe moyenne supérieure. Euh, C'est-à-dire que quand on a vécu, grandi dans un milieu plutôt confortable, en étant confronté à assez peu de soucis économiques, sociaux ou de discrimination, on va moins naturellement aller vers ces sujets-là et on aura moins accès à ça parce que on n'aura pas les contacts et parce qu'on ne maîtrise pas les codes sociaux. Quand on a Hmm. grandi en Alsace, dans mon village, ou dans le centre de Paris, les quartiers populaires, c'est un truc au départ, c'est pas, on connaît pas les codes, on n'est pas à l'aise. Mais à l'inverse, comme un mec de banlieue, on le met dans mon village à la campagne, il n'est pas à l'aise, il connaît pas les codes. L'inverse est totalement vrai. Mais voilà, donc il faut de la pluralité sociologique. Ça ne veut pas dire que quand on vient de banlieue, on doit parler des banlieues et quand on vient de la campagne, on doit parler des campagnes. C'est pas ça que je dis. Mais si on veut qu'il y ait de la pluralité dans l'information, qu'il y ait une vraie richesse, qu'il y ait de l'enquête, qu'on s'intéresse au sujet que les autres ne regardent pas, eh ben, il faut de la pluralité sociologique dans les rédactions. Et voilà, c'est un travail qui est à l'œuvre, il y a des choses qui progressent, voilà, mais les médias mainstream sont complètement à la ramasse là-dessus, ils sont très en retard. Petit à petit, ils essayent un peu de rattraper parce qu'ils voient que d'autres médias font autrement et que ça marche pour eux et qu'en tout cas, ils gagnent une visibilité, ils ont un écho et qu'il y a des gens qui se disent ouais, mais regardez, eux, ils le font, c'est possible, vous le faites pas. Hmm. Ça Et bouge un peu. peut-être aussi parce qu'ils y sont obligés, parce que finalement la société bouge beaucoup en ce moment. Ouais. Et ce qu'on attend maintenant aujourd'hui, c'est la vérité et la justice. Quand on regarde nos générations, on est quand même des générations bah, justement assez révoltées. Donc je pense que, il y a aussi une obligation des médias mainstream à changer finalement par rapport à leur cible. Oui, une partie de notre génération. Après, faut malheureusement pas oublier que une partie de notre génération vote Marine Le Pen quand même. Enfin, Hmm. Ouais. la réalité, c'est que là où Marine Le Pen est la plus forte, c'est chez les jeunes. C'est pas que des vieux fachos dans les campagnes qui votent Marine Le Pen. C'est beaucoup de jeunes. Hmm. Donc, oui, il y a une partie de notre génération qui est indignée, qui manifeste contre le réchauffement climatique, contre les violences policières, sur des sujets d'ailleurs assez sociétaux. Il y a de moins en moins de monde dans les manifs politiques, économiques, sociales. Le 1er mai, la réforme de l'assurance chômage, les retraites. Les jeunes ne se bougent pas. Il y a les vieux de la CGT, mais les jeunes n'y vont pas. Les jeunes, ils se déplacent pour le climat, ils se déplacent pour la lutte contre les violences policières et ils se déplacent pour les manifestations féministes. C'est les trois grandes causes des jeunes Hmm. engagés de gauche. Mais en miroir, il y a aussi de plus en plus de jeunes qui sont racistes, qui sont à l'extrême droite. Ouais, Ça donc fait c'est un pas peu comme plaisir. si. C'est vrai, Mathieu, on pourrait dire que c'est un peu comme s'il y avait les deux mouvements, en fait. Il y avait deux mouvements contraires qui sont générés par la même société. Et c'est Ouais. peut-être lié justement à toute cette communication, cette manière. Ben, on a fait grandir finalement des personnes depuis une dizaine d'années dans cette ambiance de l'autre qui est le danger et finalement dans un bain d'ignorance. Donc ça peut aussi expliquer ça. Toi, dans ton rapport au monde, est-ce que tu es heureux de ce que tu as découvert du journalisme? Est-ce que le monde du journalisme a pu te décevoir? Quel lien tu entretiens avec le monde du journalisme? Moi, je suis assez critique avec le monde du journalisme, mais je l'ai toujours été. Enfin, je suis pas désillusionné parce que je suis pas rentré dans le journalisme avec des étoiles dans les yeux en me disant ce monde est parfait, j'aimerais en être. Et puis je l'ai vu de l'intérieur et ça s'est cassé la gueule. Je suis rentré dans le monde du journalisme en voyant un certain nombre de choses qui me déplaisaient,
parce qu'il y a les fonctionnements des rédacs, il y a la sociologie des rédactions, mais il y a aussi la concentration des médias qui s'accélère, qui est dingue. Enfin, si on prend les chaînes télé, TF1, M6, W9, NT1, TF1 série, je sais pas quoi, tout ça c'est le même groupe. Ensuite, Canal+, CNews, C8, C17, tout ça c'est un autre groupe. En fait, il y a trois, quatre mecs qui sont bourrés de fric et qui se découpent les 30 premières chaînes de télé. Si on Mm. prend la presse écrite, c'est pareil. Le Nouvel Obs, Le Monde, Télérama, c'est le même actionnariat. Et, les gens, ils jouent au Monopoly avec des titres et des groupes de presse. Et enfin, aujourd'hui, Bolloré, qui est l'un des plus actifs sur ce sujet, qui est celui qui rachète, il a racheté Canal+, il a racheté CNews, donc enfin, Direct Matin, qui est de iTélé, qui est devenu CNews. Il vient de mettre la main sur Europe 1. Il vient de racheter un groupe qui s'appelle Prisma Presse. Prisma Presse, c'est énorme. C'est Géo, Femme Actuelle, Télé 2 semaines, Télé Loisirs, c'est Néon, c'est des dizaines et des dizaines, Capital, des dizaines de titres de presse magazine. C'est le premier groupe de presse magazine de France. Il a racheté ça et c'est la même personne qui est propriétaire de tout ça. Et alors, après, ils vont faire des synergies. Qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que il est propriétaire d'Universal Music et de Havas, le groupe de com. Il va y avoir un artiste qui va sortir un disque chez Universal où ils vont produire un film. Ce film, ils vont en faire la promotion euh, chez Cyril Hanouna. Il va être diffusé sur Canal+. On va en parler dans la presse de Prisma. Et voilà, tout ça tourne en boucle. Et tout ça n'est Mm. plus du journalisme parce que tous ces, on pourra pas, ils vont pas pouvoir critiquer le film sur lequel leur patron a mis de l'argent. L'exemple le plus criant qui est arrivé le plus vite dans ce groupe, ça a été le football. Quand Bolloré a racheté Canal+, Canal+, c'était les droits du foot, le message qui a été envoyé aux rédactions de Canal+, c'était arrêtez de dire du mal des clubs de foot français. Et ils ont censuré un documentaire sur l'OM parce que ça a été expliqué très clairement en interne. Euh, on ne crache pas sur un produit qu'on a acheté. On dépense des centaines de millions d'euros pour acheter les droits du foot. On va pas en plus dire que c'est de la merde. Ce serait con. Mm. Sauf que ça, c'est la fin du journalisme. Ouais. Et cette concentration des médias, elle est à l'œuvre partout. Et elle homogénéise les contenus, et ce qui crée de l'espace pour nous. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus en miroir aussi, on est toujours dans ce double jeu des médias indépendants qui se battent, qui se créent, Street Press, Mediapart, Bastamag, Reporter, Le Média, voilà. Et d'ailleurs, des médias, ça c'est ceux qui se créent depuis 10 ans, et ça marche. Et c'est bien parce que ça marche. Alors bon, on n'est pas riche, financièrement c'est la galère. Voilà, nous on est gratuit, donc on vit des soutiens des lecteurs. Tout le monde peut nous donner 1, 2, 5, 10 euros pour qu'on existe. Mais ça marche, on est vu, on est lu. Et à côté de ça, il y a aussi des médias qui viennent, qui sont dans ce système et qui essayent de l'intérieur de gagner leur indépendance. C'est le cas par exemple de Libération qui est en train en fait finalement qui a obtenu d'être de rattacher une fondation et donc peut-être qu'ils vont gagner leur indépendance alors qu'ils étaient finalement propriétés d'un grand Mm. groupe. Donc voilà, je trouve pas que le paysage médiatique soit très joyeux, mais il y a des espaces et Internet nous fournit un espace de liberté énorme et c'est incroyable ce qu'on peut faire face à Internet. Tout le monde dit qu'Internet c'est le mal, mais Internet c'est génial. Grâce Non, à mais Internet, Internet, mais c'est sûr, comme Internet, c'est la liberté, c'est même si on peut se délivrer nous-mêmes. S'il n'y avait pas Internet, par exemple, un média comme Street Press ne pourrait pas exister. Donc en fait, finalement, on a beaucoup de chance. Je pense que nos générations ont beaucoup de chance de pouvoir se développer à travers les réseaux sociaux, Internet et tout ça, parce que ces voix sont devenues de plus en plus fortes. Et donc ce que tu t'écris, c'est quand même assez désolant, parce que finalement, bon, on le savait déjà, mais ce que tu dis là avec tes mots,
tes mots, sur cette expression du paysage médiatique, c'est qu'en fait, on peut pas se fier du tout aux médias. C'est que finalement, dans les médias mainstream, si on veut nous faire passer une idée, ben, ils vont nous la faire passer. Et toutes les personnes qui ne lutteront pas pour chercher leur vérité vont baigner finalement dans cette fausse vérité. Alors, j'irai pas forcément jusque-là. C'est-à-dire que ce qui est dit dans les médias mainstream n'est pas faux. On nous balance pas des. D'abord, ces médias mainstream, ils sont pas tous aux mains de la même personne. Donc, il n'y a pas une idée qui infuse et que tout le monde va nous dire. Si les médias disent tous la même chose, c'est plus par homogénéité sociologique, parce que les journalistes se ressemblent tous, donc ils pensent tous pareil. Après, c'est surtout ce qu'on ne nous dit pas, ce sur quoi on ne travaille pas, on n'enquête pas, on creuse pas. C'est pas tant ce qu'on nous dit, bon, c'est vrai, c'est parfois intéressant, parfois inintéressant, mais il y a tout un tas de sujets où, tu vois, tu parlais des violences policières, c'est venu des médias indépendants, parce que pendant des années, les médias mainstream ont jugé que ça méritait pas d'y consacrer beaucoup d'énergie. C'était pas tant ce qu'on nous disait que ce qu'on nous disait pas. Et donc, ils missionnaient pas des journalistes pour y travailler souvent, longtemps, etc. C'est valable sur plein de questions. Les questions environnementales sont en train d'émerger, mais pendant des années, ouais, mais tes histoires d'écologie, bon, on s'en cogne. Et donc, ça a mis longtemps à émerger. Mais il y a ce que l'on ne dit pas, mais je dirais quand même qu'il y a aussi ce que l'on dit, parce que quand on regarde, allez, notamment les vaccins, la manière dont l'Angleterre couvre la vaccination est très différente de la manière dont la France la couvre, et puis même les médias mauriciens, si on voulait comparer trois pays que je connais bien. Donc quand même, avoir dans sa main ou dans ses mains le média, c'est pouvoir créer une pensée collective, c'est pouvoir impacter l'inconscient collectif. Même la terminologie en France, la manière dont on parle des crimes, ça a un peu changé, je trouve, ces 2 dernières années. Mais je ne sais pas si tu te souviens, à un moment donné, dès qu'il y avait des délits, on allait signifier l'origine. Chose qu'en Angleterre, on ne ferait jamais parce que ce serait vécu comme une forme de racisme. Donc j'ai quand même l'impression parfois dans certains médias ou dans l'ambiance médiatique, il y a un gros pouvoir, celui de marquer l'inconscient collectif. Et que Il y donc a ce pouvoir-là, il y a ce pouvoir-là. Après, c'est pas parce qu'il y a ce pouvoir-là qu'il est utilisé de manière stratégique et pensée. C'est-à-dire que tu parles de la façon dont est-ce qu'on signifie ou pas les origines des gens. Euh, c'est aussi lié à une culture globale de société, de Ouais, rapport à l'identité qui est différente dans les pays anglo-saxons de la France. Euh, la France, il y a cette espèce de, enfin, bon, on va pas refaire l'histoire de la France, mais globalement, la France, il y a cette idée que, voilà, qui est une idée un peu naïve, que on passe les frontières, on devient français, tout disparaît. Les religions, les couleurs, etc. Cette phrase, je ne vois pas les couleurs, je ne vois pas. Donc cette espèce de creuset républicain qui est censé surplomber tout et envelopper tout, qui sur le papier est une valeur positive à la base, mais qui en fait se retourne contre elle-même parce qu'elle devient un prétexte à pointer du doigt tous ceux qui ne rentreraient pas dans ce moule républicain fantasmé, qui n'est pas du tout la même chose des États-Unis et des pays anglo-saxons globalement, parce qu'il y a cette notion de communauté. La communauté aux États-Unis est une valeur positive. Tout le monde dit, voilà, je fais ça pour ma communauté. Alors qu'en France, le communautarisme est une valeur extrêmement négative. Donc en fait, il y a quand même cet rapport à la société. C'est pas que les oui. médias qui imposent d'en haut quelque chose. Et évidemment que les médias et les journalistes retranscrivent la pensée dominante du pays dans lequel ils sont. Oui, alors j'aime bien ta vision des choses, mais elle est utopiste en mon sens, parce que moi j'ai l'impression, mais je suis extérieure aussi à tout ça, donc c'est à partir de la psychologie et de ce qu'on fait nous dans nos activités militantes que je dirais ça, mais j'ai quand même l'impression que c'est une rencontre. Par exemple, dans certaines écoles de journalisme, effectivement, il y a une manière d'enseigner le journalisme qui est pas toujours orientée du côté de dénoncer, dire la vérité, donc enfin voilà, tout ceci c'est une ambiance et je pense qu'il y a une rencontre. Donc, c'est pas le au-dessus qui va téléguider des journalistes sur le terrain. C'est finalement, effectivement, des fois une impossibilité pour les journalistes sur le terrain de penser autrement. Après, de s'habituer à ça parce qu'on est parfois enfermé dans une prison dorée et qu'on peut pas ouvrir ses propres barreaux parfois. Donc, finalement, on est parfois très aliéné par sa propre société. Mais ça, c'est une vaste question. Je pense Mais je suis qu'on. assez d'accord avec le résumé que tu viens d'en faire. Je suis assez d'accord avec ça. Et je rajoutais là-dessus qu'il y a bien évidemment des intérêts économiques. C'est-à-dire que là où il y a la censure la plus directe et la plus téléguidée, les consignes les plus claires,
c'est quand il y a un intérêt économique. Parce que Mhm. les gens qui sont propriétaires de tous ces grands médias, le problème, c'est que ce soit des gens qui sont bourrés de fric et qui font le fric autrement que par les médias. Donc leur intérêt, c'est pas de développer un média, c'est de vendre autre chose. TF1 appartient à Martin Bouygues. Martin Bouygues, son business, c'est construire des parkings, des autoroutes et des prisons. Mhm. Bolloré, qui est propriétaire de Canal+ et maintenant d'Europe 1, son business, c'est un peu de faire de l'entertainment avec Universal et le cinéma, mais beaucoup les ports en Afrique. Donc, quand on est ça, et qu'à partir du moment où vous allez toucher les intérêts directs de votre actionnaire, soit il va intervenir directement, soit il y aura un petit chef pour dire oh là là, pardon, pour devancer les désirs du grand Manitou, pour vous dire de fermer votre gueule. Ça, c'est certain. C'est-à-dire que chez Bolloré, vous n'irez jamais dire du mal d'un dictateur africain avec qui il a passé des contrats et dont il a financé la dictature, parce que c'est ce que fait Bolloré. Mhm. Euh, vous irez jamais dire du mal sur ses antennes. C'est impossible. Et là, c'est une censure directe. Après, tout le reste, je suis totalement d'accord avec toi quand tu dis que voilà, c'est une rencontre et on se retrouve enfermé dans ses propres schémas, on nous donne pas les moyens, et puis après, une espèce de prison dorée où on n'est pas si mal et on a des petites libertés et des petites joies et que ça suffit à contenter les gens, c'est certain. Mais ce que tu dis est intéressant. Je te proposerais qu'on le continue dans un autre entretien, parce que là, on arrive à la fin de cet entretien-là et je voudrais qu'on focalise sur toi, mais je te proposerai une autre manière de dire les choses. Qu'est-ce que tu dirais finalement à l'enfant que tu as été, hein? Si tu te rencontrais toi à 8 ans, tu te dirais quoi? Bon, ouais, je me dirais que d'abord de continuer j'ai envie de te dire, de se débattre plutôt que de se battre. Non, mais que je pense que gamin, j'essayais d'avancer, de faire mes trucs, que ça marchait pas trop, pas toujours. J'ai pas toujours été un enfant hyper à l'aise dans tout et j'arrivais pas forcément à me faire accepter dans tout ce que je voulais, comme je voulais. C'était pas toujours simple, sans, sans faire du misérabilisme. Mais qu'en s'entêtant, ça marche. Je pense que je suis quelqu'un d'assez entêté. Je me suis beaucoup entêté et j'ai refusé les murs, quoi. Ou plutôt, je les ai pris de face, les murs, et j'ai continué à avancer quand même dans le tout droit, bêtement. Ouais, c'est pas possible par là. Bah, c'est pas grave. Vas-y, continue, continue. Et aujourd'hui, j'ai une vie qui me convient plutôt et je fais des choses auxquelles je crois Et professionnellement. qu'est-ce que tu dirais à celui que tu étais à 18 ans? Arrête de te la raconter, ferme-la un peu. Qu'est-ce que tu t'es raconté à 18 ans? D'une certaine manière, j'étais un petit con à 18 ans, je pense. Je pense que à l'adolescence et à jeune adulte, j'étais vraiment un petit con. Quand je vois ceux de 18 ans, des fois, je me dis, quel petit con, et je suis sûr que j'étais exactement pareil. Ah, mais je savais tout mieux que tout le monde à 18 ans. À 18 ans, j'étais un petit con. J'avais raison. C'était un principe de base, quoi. Et je pense que j'étais insupportable à 18 ans. Mais bon. Après, je sais Et, pas, je changerais rien. Ce que je suis et ce que je fais aujourd'hui est la somme de tout ce que j'ai fait jusque-là. Donc, j'en enlèverais pas un truc parce que j'aurais peur que ça change et ça me convient là où je suis aujourd'hui. donc tu te dirais, arrête de te la raconter. Ce serait ça ton message. Ouais, je crois. Et après, j'ai pas d'autres messages parce que j'ai pas de solution magique après pour améliorer ni ma vie ni celle des gens. Qu'est-ce que tu aimerais, qu'est-ce que le toi d'aujourd'hui aimerait dire à celui que tu seras à 50 ans? Lâche pas l'affaire. Ne renonce pas. Ma grande peur, c'est, tu vois, tu parlais de cette prison dorée avec un confort et des petits plaisirs j'ai peur de ça. J'ai peur de perdre l'indignation, de perdre les choses qui me font que j'ai envie de me battre et de rentrer dans une espèce de routine ronronnante et qu'elle me convienne, en fait. Le pire, c'est pas si elle me convient pas, parce que si elle me convient pas, je pense que j'essaierai d'en sortir, mais c'est surtout qu'elle me convienne et que, voilà, je renonce à croire, à essayer de changer les choses. Je Hmm. renonce tout court.
On arrive aux trois dernières questions de cet entretien et puis après je te proposerai de conclure, je te dirai un peu le concept de notre émission. Alors, ces trois dernières questions, sont sur ton rapport finalement à ton métier, mais aussi ce qu'il t'a donné aux hommes au pays dans lequel nous vivons. Qu'est-ce que ton métier t'a appris sur toi? Bah que finalement que j'étais capable de m'adapter à plein de choses et à plein de situations et que ouais faut sauter le pas et qu'une fois qu'on est dans le grand bain, on arrive à nager dans plein de situations différentes, je crois. Et qu'est-ce que ton métier t'a appris sur les hommes? Alors pas peut-être un peu de nuance, c'est-à-dire que les gens et les hommes sont compliqués, que même chez tout un tas de sales types qui font des sales trucs, il y avait aussi une part d'humanité. Enfin, j'ai beaucoup bossé sur l'extrême droite et c'est assez complexe et c'est d'une certaine façon intéressant de côtoyer des gens qui sont que je déteste, qui sont des racistes haineux et pas à la marge, hein, qui sont très racistes, très haineux et qui pourtant, par certains côtés, peuvent être des gens drôles, des gens intelligents. C'est pas que des gens bas du front et idiots, qui peuvent avoir des parts d'humanité aussi, qui peuvent être des gens, avoir des côtés humains. Et il faut à la fois le savoir, le reconnaître, et à la fois, c'est pas pour ça qu'il faut renoncer à combattre ce qu'ils défendent. Et qu'est-ce que ton métier t'a appris sur ta société? Vaste question. Je sais pas que, bah, je sais pas que la société, qu'il y avait beaucoup d'inertie dans la société, que changer les choses c'était compliqué, dans un sens dans l'autre, comme dans l'autre d'ailleurs, que ouais, la société c'est quelque chose de très fort. C'est très dur d'aller contre la société. Donc pour cette fin d'entretien, nous, dans toutes nos émissions, on met beaucoup l'emphase sur la transmission et que finalement quelque chose puisse se transmettre et presque que finalement presque qu'il y a quelque chose à apprendre dans nos entretiens. Alors toi, à partir de ton regard, de ton métier, mais aussi de qui tu es, comment tu conclurais cet entretien? Qu'est-ce que tu aurais à transmettre? Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ceux qui nous écoutent? Que il faut aller là où on a envie d'aller. Ça veut pas dire faites n'importe quoi. Mais par contre, si vous croyez en quelque chose, si vous croyez, si vous avez envie d'être journaliste et qu'on vous dit oui, mais il n'y a pas de boulot, c'est vrai, il y a pas, c'est pas terrible, c'est pas un métier, c'est pas le plein emploi dans ce métier-là, mais c'est tout à fait possible de le faire. Si vous avez vraiment envie de faire ça, eh ben, vous arriverez à trouver une manière de le faire. Et ensuite, pour rester dans le journalisme, en fait, si dans le journalisme, vous avez envie de faire un type de journalisme, vous intéresser à certains sujets, faire une certaine forme de journalisme, bah, faites-le. En fait, n'attendez pas qu'on vous donne l'occasion de le faire. Si vous rêvez de faire de l'enquête, n'attendez pas que quelqu'un vous appelle en disant ouais, je t'ai vu, j'ai lu ton reportage dans je sais pas quel journal local et je me suis dit que tu ferais un super journaliste d'investigation. Ça n'arrivera pas. En fait, faites-le tout de suite. Là, maintenant, le soir, le week-end, la nuit, à côté, faites-le. Au début, ce sera pas très bien, puis au bout d'un moment, ce sera bien, et comme ce sera bien, bah, vous allez en faire votre métier et votre activité principale dans ce métier. Si votre rêve, c'est de faire des films, bah, faites-les. Au début, ils seront pas bons, et puis au bout d'un moment, ils seront bons parce que vous allez recommencer, et recommencer, et recommencer, et le faire, et ça va marcher. Faites les choses, et au bout d'un moment, ça, ça va porter ses fruits. Après, je dis pas que je suis pas dans une logique de voilà, Startup Nation, faites vous-même et ça arrivera. C'est la société doit aider les gens, la société doit fournir des chances et tout le monde ne naît pas avec les mêmes chances et c'est à la société de corriger ça.
Ça, je le pense en tant que comme logique politique. Mais on vit dans le monde dans lequel on vit, il a ses défauts et pour s'en débrouiller, je crois que la meilleure façon, c'est de croire que ce qu'on a envie de faire, on peut le faire et pour y arriver, la meilleure façon, c'est de le faire tout de suite, de se lancer. On parlait d'Internet, du numérique, ça ouvre plein de portes. Donc, on peut faire son film tout seul aujourd'hui, on peut faire son documentaire tout seul, on peut avoir son émission, son média. Faites-le, créez vos médias. J'adorerais qu'il y ait des centaines de médias de gens qui sont un, deux, trois copains qui ont monté un truc et qui ont dit voilà, moi je vais parler de mon quartier, de mon truc, je vais faire ce média-là, mon automédia tout seul. Et je vais le faire. Et peut-être que je gagnerai ma vie, peut-être que j'aurai un autre boulot à côté. On s'en fout. Moi, les définitions de qui est journaliste, qui est pas journaliste, j'en ai rien à foutre. Faites-le, racontez, faites votre façon de faire. Créez votre podcast, votre chaîne, votre compte Instagram, votre chaîne YouTube. Moi, je rêve de ça. Merci Mathieu pour ces mots qui représentent aussi beaucoup finalement notre vision des choses dans cette émission, puis plus globalement ma vision des choses, parce que moi aussi je pense qu'il faut miser sur soi et qu'effectivement c'est trop, on peut pas miser sur un autre qui viendrait te dire je te vois, je te reconnais, tu peux y arriver, ce serait un monde utopique, ce serait bien, mais ça ne peut pas exister comme ça parce que finalement dans nos mondes d'adultes on est tous pris dans nos pensées, dans nos combats, dans nos traumas. Donc la seule solution, comme tu le dis un peu toi dans tes mots, c'est qu'il faut que chacun ait en lui de se sentir une voix importante, de ne jamais attendre que ce soit un autre qui dise tu as une voix importante et que chacun, à notre échelle, on se donne une légitimité, que la première légitimité, elle soit intérieure. Donc merci Mathieu pour cet entretien et puis on reste en contact dans d'autres projets. Merci à toi. Et merci à tous ceux qui nous suivent. Alors, on lit toujours vos nombreux mails, on ne peut pas toujours répondre, mais on vous prend bien en compte pour la suite de nos émissions. À très bientôt.